Bonjour à tous. Merci de participer à notre webconférence sur le soleil, les UV, les idées reçues. Et puis, on pourra aborder les conseils pratiques. Donc, Efficience, votre service de santé au travail, est ravi de pouvoir vous faire partager toutes ces informations. Alors, pour avoir toutes ces informations, nous sommes en présence de Pierre Cesarini, directeur délégué de l'association Sécurité solaire. Alors, cette association Sécurité solaire a pour objet la sensibilisation et l'information de la population sur les risques pour la santé liés aux surexpositions solaires. Reconnue d'intérêt général par l'administration française, elle coopère et reçoit le soutien des secteurs publics institutionnels comme l'ARS, l'INSERM, Météo France, ainsi que les privés, donc les entreprises contre le cancer, la Ligue contre le cancer, Comité 92, etc. Et je laisserai Pierre après reprendre la présentation de cette association. Alors, on va dérouler un plan qui va être le suivant. Alors, le rayonnement solaire, on va en parler et on va expliquer ses effets sur la santé, les idées fausses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur ce sujet, mais finalement, c'est bien aussi de savoir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, les conseils pratiques et les moyens de protection. Donc, on est ensemble pendant 1 heure pour échanger. Nous avons en bas de l'écran questions-réponses ou discussions. Vous pouvez mettre vos commentaires ou vos questions et puis on les abordera soit au fil de la présentation, soit en fin de présentation. Et là, je vais laisser la parole à Pierre qui va nous raconter toutes les histoires sur le soleil. Alors aujourd'hui, on a plutôt un temps automnal. Donc, on est peut-être plutôt protégé, mais ça, c'est Pierre qui va nous expliquer tout ça. À toi, Pierre. Merci. Bonjour Valérie, bonjour à tous et à toutes. Je suis effectivement Pierre Cesarini, donc je dirige cette association Sécurité solaire. Pour faire très court, c'est une association qui existe maintenant depuis presque 30 ans. Son objet, c'est effectivement l'information de la population sur les risques, de faire de la prévention primaire. Il faut savoir que nous participons à la prévention que mène en la matière l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas un sujet franco-français, la question des cancers de la peau et des cataractes. C'est un problème mondial. On est 8 centres dans le monde à participer à ce programme, à contribuer et à collaborer avec l'OMS. Parmi ces 8 centres, 2 sont en Australie. Pourtant, c'est un petit pays en population. L'Australie, c'est 25 millions de personnes. C'est très, très grand en surface, mais il n'y a que 25 millions de personnes qui habitent là-bas. 2 centres sur 8 sont australiens. Et puis quelques autres en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Vous avez cité les partenaires, Valérie, merci beaucoup. J'enchaîne du coup. On a un conseil scientifique, bien sûr. Moi, je suis directeur, je vous précise, je n'ai pas de blouse blanche sur le dos, c'est fait pour. Je ne suis pas médecin. J'ai par contre dans mon conseil scientifique et dans mon conseil d'administration des médecins qui sont bien sûr dermatologues, mais aussi ophtalmos, spécialistes de santé publique, spécialistes de météorologie également, spécialistes de physique. Vous en avez la liste là. Et puis, j'anime une petite équipe qui vraiment est juste formidable parce qu'il y a beaucoup de travail en ce moment, même s'il ne fait pas beau. Nos activités principales, je fais court, beaucoup, pour ne pas dire tous et toutes d'entre vous l'avez déjà vu normalement, à moins que vous habitiez sur Mars, vous avez aperçu des indices d'UV dans les programmes météo l'été. Nous sommes à l'origine de ce programme, ça s'établit dans le cadre d'une convention avec Météo France et avec le ministère de la Santé, bien sûr. On fait beaucoup d'éducation, tout ce c'est l'essentiel de nos activités, pour dire vrai, c'est vraiment principalement à l'école, ou en tout cas pour atteindre des enfants dès la naissance et, je dirais, la puberté, avec un gros programme dans les écoles mené en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, avec l'association Passerelle, avec la main à la pâte. Il y a plus de 50 000 profs qui, aujourd'hui, dans les écoles françaises, sont détenteurs de ce guide que vous voyez ici et mènent des activités très scientifiques, très intéressantes, très interactives, au cours desquelles on ne va pas brûler d'enfants, je vous rassure, pour montrer que c'est dangereux de rester longtemps au soleil. Par contre, vous voyez, on va modéliser les choses en brûlant une banane ou en brûlant ce papier spécial qui bleuit sous les UV. On fait beaucoup d'études. Beaucoup d'entre vous pouvez se demander qu'est-ce que fait un directeur de la sécurité solaire de ses vacances. Ben, il arpente les plages et puis il fait des photos comme ça, de loin. Je précise, je ne fais pas des photos. Non, je plaisante. L'image que vous avez là est une étude qu'on a financée, qui a été menée par des sociologues il y a déjà quelques années de ça, qui ont été effectivement passer des entretiens avec les personnes sur les plages et qui ont été faire ces photos et qui ensuite ont compté le nombre de gens qui étaient sous le parasol, le nombre de gens qui portaient des t-shirts.
pour dire que voilà, on s'intéresse évidemment de près à l'impact que peuvent avoir nos campagnes sur le comportement des personnes, sur ce que les personnes savent, sur ce que les personnes déclarent faire et puis sur ce qu'elles font pour de bon. Il y a parfois quelques écarts. Enfin, on met beaucoup sur le web et sur les réseaux sociaux. Soleil.info, c'est notre site internet. Vous pouvez voir beaucoup d'infos. Tout ce que je vais présenter dans la demi-heure qui suit est accessible en ligne, y compris les bulletins UV dont on parlait il y a quelques secondes, des actus. Et puis, selon le métier ou le secteur d'activité des personnes, vous voyez que vous pouvez avoir des contenus qui vous sont personnalisés. Et puis, dernier axe de travail, pardon, les travailleurs en extérieur. Hein, c'est vraiment une catégorie de population très exposée par définition. Donc, on mène un boulot depuis maintenant 1 an avec l'INSERM, notamment, qui mène une étude épidémiologique pour connaître la part attribuable de ces risques de cancer de la peau ou de cataracte aux expositions professionnelles, et puis un certain nombre d'actions de prévention dans différents secteurs. Bien sûr, vous pensez aux travailleurs du BTP, mais pas que, loin s'en faut, les jardiniers, les agriculteurs, bien sûr, les gens qui bossent en montagne, les gens qui travaillent dans les secteurs de l'animation, de l'éducation sportive et autres. Et puis, pour introduire un peu le sujet et pourquoi on est là, on ne va pas se mentir, hein, on a un problème de santé publique vraiment de plus en plus prégnant, qui est né très récemment finalement, puisque pendant des siècles et des siècles, la mode, c'était la peau blanche. Donc, si on en était resté là, on n'aurait jamais eu d'épidémie de mélanome. Hein, pourtant, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Même au XVIe siècle, les gens passaient du blanc de Cyrus, c'est une substance très nocive, pour se blanchir la peau, hein, pour montrer que finalement, on n'était pas obligé de travailler. C'était ça l'idée, quoi. On n'était pas obligé de travailler dehors, en l'occurrence. Donc, c'était un signe de valorisation sociale de montrer une peau blanche. Et puis, il va arriver des médecins à la fin du 19e siècle, début 20e, qui vont commencer à trouver qu'il y a des bienfaits à vivre dehors, à passer du temps dehors. Enfin, vous voyez la mode vestimentaire de l'époque, on peut dire que les conseils qu'ils ont donnés à l'époque d'aller au bord de la mer, ou en tout cas de s'exposer au soleil, étant donné la mode vestimentaire de l'époque, non, ils ne sont pas responsables de l'épidémie de mélanome que nous avons aujourd'hui. Pas plus Coco Chanel qui ne libère pas tant que ça la femme et qui ne la dénude pas tant que ça non plus, même si c'est elle qui donne le top départ à ce phénomène-là. Bien sûr, le grand responsable, c'est naturellement les congés payés, le Fonds populaire, 1936. Jusqu'en 1936, en fait, on n'a pas l'idée de partir en vacances tout en étant payé, quoi. Ça viendrait à l'idée de personne. Et c'est donc le Front populaire le responsable de l'épidémie de mélanome. Ou plutôt pas, parce qu'à l'époque, 1936, on a 1 semaine de congés payés. Et donc, ça ne suffit pas, 1 semaine de congés payés pour faire des mélanomes. En fait, ce qui va permettre vraiment l'épidémie en question, c'est les 30 glorieuses. En quelques décennies, on va passer d'1 à 3, puis 4, puis 5 semaines, avec en plus des RTT, puis une capacité à prendre l'avion, à prendre la voiture. Tout ça est en voie d'extinction, donc l'épidémie de mélanome va disparaître aussi avec le renchérissement, bien sûr, du coût du pétrole, de l'impossibilité qu'on aura progressivement, hein, malheureusement, de voyager. Non, je plaisante, j'espère que non, j'espère me tromper. Et puis, du coup, la mode du bronzage s'impose. Hein. On voulait avoir la peau blanche pour montrer qu'on n'était pas obligé de travailler dehors. Maintenant, on veut montrer qu'on est parti en vacances. Donc, on veut bronzer et montrer qu'on est bronzé, qu'on a pu partir en vacances. Avec un bronzage qui devient de plus en plus foncé. Là, vous voyez une publicité d'un tour opérateur suisse. Il vous vend 2 mois de séjour aux Caraïbes. Vous étiez blond à l'origine, vous allez revenir noir. C'est l'axe de sa publicité. Alors, la chose est clairement depuis le début des années 2000, disons, ou la fin du siècle dernier, en voie de régression, hein, cette mode du bronzage très foncé. Vous voyez maintenant les nouvelles pubs que fait le tour opérateur suisse, en l'occurrence. Et puis, quand vous voyez une pub comme ça pour une marque de fringues qu'on voit à l'image, ça crée scandale. Hein, ça crée même tellement le scandale que l'annonceur retire sa campagne de publicité. Un petit mot sur les UV artificiels. C'est très mauvais. Il ne faut jamais en faire. C'est même interdit dans quelques pays, tout court, interdit aux mineurs en France. Vraiment, c'est la mauvaise idée que de faire des UV. Par contre, on peut continuer à développer et avoir des activités de plein air. Par contre, il faut être conscient que quand on est dehors, on est évidemment exposé au soleil, au moins les parties qui sont découvertes. Et je dis ça parce que hein, l'intitulé de la conf ce matin, c'est les idées fausses. Quand on interroge les Français, beaucoup nous disent je sais que je suis exposé au soleil quand je fais le lézard sur la plage. Par contre, si je fais du tennis, de la randonnée ou du ski nautique, je ne suis pas exposé au soleil. Si, je suis exposé au soleil dès que je suis dehors. Je n'ai pas dit que j'étais en danger dès que j'étais dehors, mais voilà, je fais de la randonnée ou du ski ou du mountain bike, bien sûr que je reçois des UV. S'il fait beau et s'il y a du soleil, bien sûr.
Dernier point, la diminution de la couche d'ozone et le changement climatique. On a à la fois des bonnes et des nouvelles inquiétantes. Des bonnes nouvelles, c'est qu'on a pris des mesures pour arrêter ce fameux trou dans la couche d'ozone dont vous voyez à droite le plus gros trou qu'on ait jamais observé, mais ça remonte à déjà plus de 10 ans. Depuis une dizaine d'années, on a déjà un refermement quelque part ou une moindre importance du phénomène. Parce qu'on arrête de rejeter des substances qui abîment la couche d'ozone. Donc, les experts du GIEC nous promettent un retour à la normale, c'est-à-dire avant l'ère industrielle pour 2050, c'est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, on a un réchauffement climatique qui fait qu'on aura probablement dans les décennies qui viennent de moins en moins de nuages. Et si on a de moins en moins de nuages, on parlera tout à l'heure dans le détail de la filtration des UV par les nuages, mais si on a de moins en moins de nuages, on aura de plus en plus d'UV qui s'abattront au sol. Et donc, on peut penser que quand même les populations seront de plus en plus exposées si elles ne font pas attention en tout cas. Alors, un point clé sur la question qui nous anime, notamment ces idées fausses, c'est que beaucoup de gens, encore une fois, pensent que le soleil est dangereux quand il fait chaud. En fait, pour beaucoup, le soleil égale chaleur. Ce n'est pas tout à fait faux, vous le voyez ici, le soleil nous envoie tous ces types de rayons et notamment nous envoie des infrarouges. Et donc, ces infrarouges sont responsables de la chaleur. Le soleil envoie aussi de la lumière visible qui nous éblouit quand il y en a beaucoup. Le soleil nous envoie également des ultraviolets et tout l'enjeu est là, c'est que ces ultraviolets en fait ne provoquent chez nous humains aucune sensation. On ne les voit pas et on ne les sent pas. C'est pour ça qu'il peut y avoir un très fort niveau d'UV alors qu'il y a une température faible. Et vraiment, c'est quelque chose que trop de gens oublient. C'est cette dangerosité possible alors que nos sens sont finalement endormis. Alors, il existe, pour s'y repérer, cette fameuse échelle recommandée par l'OMS, l'index UV que vous voyez dans les programmes météo. Vous voyez qu'un niveau 1, 2, c'est faible. À partir de 3, c'est modéré. 6, c'est fort. 8, c'est très fort. Et 11 et plus, c'est extrême. Généralement, c'est calculé pour une période de 3-4 heures autour du midi solaire, quand vous voyez l'info dans le bulletin météo. Et quand on peut, on l'accompagne de conseils dont vous devinez déjà la teneur en regardant les petits pictos à droite de l'échelle. Ce qui fait varier l'indice d'UV, une nouvelle fois, ce n'est pas la température, c'est principalement un point qui est tout simplement la position du soleil dans le ciel. Quand le soleil est haut, vous voyez un trajet des rayons parcourus dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est notre filtre. S'il n'y avait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas de vie sur Terre parce qu'on serait bombardé de tous les rayons du soleil. J'ai oublié de préciser que parmi les rayons du soleil, il y a aussi beaucoup de radioactivité. Et si on est épargné de ça, c'est parce qu'on a un champ électromagnétique, parce qu'on a une atmosphère qui filtre les longueurs d'onde les plus dangereuses. Et donc, vous voyez que quand le soleil est haut dans le ciel, on a un trajet parcouru par les UV dans l'atmosphère qui est faible, qui est tout petit, donc il y a beaucoup d'UV à l'arrivée. Inversement, quand le soleil est bas, on a un trajet dans l'atmosphère qui est long. Et donc là, par contre, il y a beaucoup d'UV qui ont été atténués, qui ont été absorbés, et donc il n'y a plus beaucoup d'UV. Du coup, on a une règle qui est très utile à connaître, qui est la règle de l'ombre. Si ton ombre, regarde la taille de ton ombre, si ton ombre est plus courte que toi, attention, il y a un index UV qui est supérieur à 5, il faut se méfier. Si l'ombre est plus longue que soi, l'index UV va être inférieur à 5. Là, on a vraiment moins de risques. Après, il y a évidemment, on en parlait, et aujourd'hui est tout à fait propice pour le rôle des nuages. Donc, en ce moment, on a ce type de nuages-là, que vous voyez, des nuages très noirs, très gris, très épais. Il pleut même tellement c'est dense en gouttelettes d'eau. Il n'y a rien qui passe. Rien ou quasiment rien. Les nuages moyens d'altitude qu'on aura probablement à la sortie de la vague de pluie laisseront, eux, passer 30, 40, 50, peut-être 60% des UV. C'est toujours ça le prix, mais effectivement, ça peut rester quand même des doses qui ne sont pas négligeables. Surtout, ce dont il faut se méfier, c'est lui, là. C'est ce qu'on appelle des cirrus, c'est des voiles nuageux qui coupent bien l'infrarouge, qui coupent bien le visible et qui, par contre, vont laisser passer les ultraviolets en très grande quantité. Vous voyez, 90-95% du qui passe. Là, c'est vraiment les conditions pièges par excellence parce qu'il fait moins chaud, il fait moins lumineux, il fait un temps un peu maussade, alors que de l'UV, c'est pareil quasiment que s'il y avait plein bleu. Autre piège tout à fait caractéristique, la montagne. En s'élevant en montagne, bien sûr, la quantité d'UV augmente, ou la dose d'UV qu'on reçoit augmente puisqu'il y a moins d'atmosphère qui nous filtre. Dans le même temps, la température baisse et le piège se referme. En plus, en montagne, ça arrive souvent de rencontrer de la neige qui peut, si elle est fraîchement tombée, réfléchir 80-90% des UV.
Si elle est un peu salie, comme on a en été, elle ne réfléchit plus que 40%, ce qui est déjà beaucoup. Et puis, évidemment, l'eau, le sable, toutes les surfaces claires et brillantes, en fait, réfléchissent beaucoup les UV. Alors, pour vous donner quelques valeurs d'UV caractéristiques, en janvier, vous voyez des niveaux d'UV en pleine, en tout cas, qui sont quasiment nuls ou égal à 1. Hein. On est quand même loin de l'équateur en France. En juillet, par contre, des niveaux d'UV, vous voyez 7 à Dunkerque, 7 au Havre, pendant qu'il y a 8 à Nice, quoi. La France est un petit pays. En fait, ce qui fait varier l'intensité des UV, c'est donc cette inclinaison des rayons du soleil par rapport à la Terre. Et ça, c'est donc tout simplement le positionnement, bien sûr, l'heure de la journée, bien sûr, la saison et l'emplacement sur Terre. En France, l'hiver, les rayons sont très inclinés, d'où ces niveaux d'UV très faibles. Par contre, en été, à midi, heure solaire, évidemment, ces niveaux sont des maxima. Vous avez des niveaux d'UV qui sont relativement importants, hein, du très fort, voire de l'extrême pour ceux qui s'élèvent en altitude, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ou même dans le Massif central. Alors, si vous voulez bronzer au mois de décembre, vous avez une destination pour rester en France qui est tout à fait intéressante. C'est tout simplement l'île de la Réunion ici. Vous voyez, on est sur le tropique sud. Là, on a un soleil qui est au zénith. Ça veut dire un soleil qui est parfaitement vertical. Indice d'UV 14 au niveau de la mer. C'est possible de faire plus en escaladant. Hein. Il y a un très joli volcan à aller visiter à la Réunion, 2500 mètres d'altitude. Il y a même un piton de la Fournaise qui est à 3000 mètres. Et là, on a des indices d'UV de l'ordre de 17-18. Le record mesuré sur Terre, 40. Le désert le Salar de Uyuni. On est en Bolivie, on est à plus de 4000 mètres d'altitude, on a un soleil au zénith à certains moments de l'année et on a une réverbération, c'est un désert de sel. La réverbération sur le sel, c'est quasiment comme la neige, à des niveaux d'UV absolument effrayants. Bon, au mois de juin, vous avez les niveaux d'UV dont on parle et dont on parlait là, qu'on a en ce moment en France, hein, du 8, du 9, du 10 en altitude et évidemment du 13-14 sur les Antilles. Alors, pour revenir sur les effets du soleil, il y en a des bons, hein, notamment la vitamine D, il faut le savoir. On a besoin de s'exposer un peu au rayonnement ultraviolet pour synthétiser de la vitamine D qui va être nécessaire notamment à la fixation du calcium sur les os, qui est importante pour notre système immunitaire, et puis qu'il faut le savoir, est à l'origine des couleurs de peau. Hein. Si l'homme blanc existe, c'est tout simplement que notre Homo sapiens dont nous descendons tous, hein, ici sur Terre, a eu besoin d'affiner et d'éclaircir sa peau pour synthétiser suffisamment de vitamine D sous des quantités d'UV plus faibles que notre Homo sapiens d'origine qui habite sous les tropiques, hein, qui est en Afrique. Par ailleurs, vous le savez tous, on a besoin là pour le coup de lumière visible qui nous permet de prévenir la dépression saisonnière hivernale. C'est vrai que cette lumière, voilà, on préfère tous être généralement dans des environnements plutôt lumineux, ça s'explique par cela. Et puis, ça règle aussi, évidemment, nos phases de sommeil et d'éveil, hein, d'avoir cette alternance entre le jour et la nuit. Donc, c'est un rôle vraiment important. Et puis, voilà, par ailleurs, les gens préfèrent être plutôt au chaud et à la lumière qu'au froid et dans l'humidité, dans la pénombre. Et puis, dernier point, même si on est revenu d'une mode d'un bronzage très foncé, les gens préfèrent quand même avoir au moins un petit hâle et évidemment, personne ne va leur en vouloir pour ça. Alors, pour revenir maintenant, par contre, sur les problèmes, hein, et les effets délétères, on a principalement le cancer de la peau avec 3 formes. Ce qu'on appelle les carcinomes baso- et spinocellulaires, autrement appelés épidermoïdes, et surtout le mélanome, c'est vraiment le plus dangereux. Heureusement, c'est le plus rare. Enfin, quand même 16 000 nouveaux cas chaque année en France, ou pas loin, là, sur les dernières statistiques, près de 2 000 morts. Et le problème, c'est l'augmentation. On est sur une courbe de l'ordre de 4% de plus chaque année. On était à plus 6, quasiment plus 7% il y a 30 ans, donc ça va mieux. Mais enfin, on est toujours dans quelque chose qui progresse très fortement. Deuxième problème principal, c'est aujourd'hui quelque chose que beaucoup de gens ignorent, la première cause de mortalité par cancer chez les jeunes adultes. En fait, c'est un cancer qui est très massivement lié aux coups de soleil, en particulier les coups de soleil de l'enfance. Mais vous ne faites pas un cancer de la peau au moment où vous exposez aux cancérigènes. Hein. Les UV sont un cancérigène avéré dans le registre des cancérigènes certains, qu'on parle des UV artificiels ou des UV naturels. L'exposition au solaire pendant l'enfance fabrique le mélanome à l'âge adulte. Mais le problème, c'est que quand c'est intervenu tôt, ces coups de soleil dans l'enfance, ça survient tôt à l'âge adulte. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui meurent d'un cancer de la peau à l'âge de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans. Et c'est évidemment dramatique parce qu'il y a un nombre d'années de vie perdues qui est évidemment très important. Le mélanome, c'est la 3e
cause d'années de vie, troisième cause de type cancer, d'années de vie perdues. Donc, c'est vraiment un sujet très important et c'est vraiment, pour tout dire, un cancer qu'on peut éviter très facilement. Donc vraiment, il faut en parler, quoi. Par ailleurs, et dernier point sur cette question du mélanome et sur qui ça survient, vous voyez que ça survient à 80% sur des peaux claires, c'est-à-dire ces deux types de peaux que vous voyez ici, et 20% sur des peaux mates, c'est-à-dire ces deux-là, un petit peu moins, mais encore un peu sur ce cinquième-là. Les gens qui ont la peau noire ne font pas de mélanome en lien avec le solaire. Par contre, les gens qui font des cancers de la peau dans des peaux un peu mates, il y en a et il s'agit de les surveiller et de les traiter suffisamment tôt. À propos de les traiter, éviter que ça arrive est assez simple. On va voir comment dans 3 minutes. Le soigner quand ça survient est fondamental, de le faire vite, parce qu'un simple coup de bistouri va suffire. On va enlever ce grain de beauté et tant qu'il est que sur la peau, il y aura besoin de faire rien d'autre et on sera totalement guéri. Donc, il y a 2 règles à connaître pour ça. La première, c'est la règle dite ABCDE. Vous avez une tache pigmentée, un grain de beauté qui présente une forme asymétrique, des bords irréguliers, plusieurs couleurs, un diamètre supérieur à quelques millimètres et qui surtout évolue, change d'aspect, il perd ses poils, il ne guérit pas, il s'écorche régulièrement, vous le voyez grandir. Ça doit conduire vraiment à aller voir son dermato le plus vite possible, quitte à passer par le médecin généraliste qui va vous ouvrir la porte rapidement du dermato. Mais il faut vraiment aller vite parce que, une nouvelle fois, si on le prend avant qu'il métastase, c'est-à-dire qu'avant que des cellules cancéreuses par la lymphe ou le sang quittent la peau, ce sera guérissable, mais une nouvelle fois d'un simple coup de scalpel et un point de suture et une petite piqûre. Il n'y a pas d'hospitalisation, c'est un acte chirurgical tout à fait classique et vraiment léger. En revanche, si on laisse faire les choses, ben après, voilà, d'autres organes vont être contaminés. Et là, il faut sortir l'artillerie lourde, hein, la chimiothérapie, l'immunothérapie, les rayons, pour espérer survivre. Ce qui n'est pas aujourd'hui donné à tout le monde, loin s'en faut. Pour tout vous dire même, je ne veux pas trop plomber l'ambiance, le temps est gris là en ce moment, mais voilà, quand ça survient chez les gens jeunes, le mélanome, à moins de 40 ans, mélanome stade 3, donc voilà, qui est déjà parti, il a quitté la peau. L'espérance de vie à 5 ans, c'est 20%, 25% au mieux, quoi. C'est-à-dire qu'on est quasiment condamné, quoi. Donc c'est vraiment agir vite, vite, vite. Deuxième règle sur le agir vite, à peu près un mélanome sur 4 à 1 sur 3 survient sur un grain de beauté. Donc, les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté sont plus à risque. Mais il y a une indication à suivre, c'est suivre en particulier, photographier, montrer le grain de beauté qui n'est pas comme les autres. C'est lui qui un jour pourrait mal virer. Et donc vraiment le montrer une nouvelle fois, le photographier et aller surtout le montrer au dermatologue qui vous dira si on l'enlève tout de suite par précaution, si on l'enlève tout de suite parce que c'en est un qui naît, ou bien non parce que finalement il ne lui paraît pas dangereux. Bon, il existe d'autres formes de cancer de la peau qu'on appelle les carcinomes, beaucoup moins mortels, puisque vous voyez, ça ne fait que sur 100 000 nouveaux cas, ça ne fait que 300 décès par an. Enfin, pour les gens qui en décèdent, hein, le que est évidemment entre 18 guillemets de chaque côté. Ça survient, lui, plutôt sur des expositions chroniques, donc ce n'est pas les coups de soleil et ce n'est pas plus pendant l'enfance que pendant le reste de la vie. En fait, c'est l'accumulation d'UV reçu. Du coup, ça survient plutôt sur des zones de peau qui sont exposées de façon récurrente au soleil, pendant que le mélanome, lui, survient plutôt sur des zones de peau fines, là où on ne voit pas beaucoup le soleil pendant l'année, typiquement le haut des épaules hein, pour le mélanome, le dessus des pieds, l'arrière du genou, le mollet, la poitrine, le haut du dos pour le mélanome, alors que pour le carcinome, c'est plutôt la face, le dessus des mains, des avant-bras. Bien sûr, tout le monde connaît malheureusement les coups de soleil, plus ou moins graves, le vieillissement cutané, ça j'espère que j'apprends à personne que s'exposer au soleil accélère le vieillissement de la peau. Hein, vous voyez, cette personne à droite est un chauffeur routier. Hein, il est à Chicago et il conduit la fenêtre ouverte. Et vous voyez l'effet que ça a sur sa joue gauche. Et puis enfin, des photoallergies ou des photosensibilisations, faire gaffe évidemment aux médicaments que vous pouvez prendre. Beaucoup d'entre eux, notamment dans la famille des antihistaminiques, là c'est un peu passé la saison où on prend de la ventoline, mais c'est un accélérateur ou un aggravateur de sensibilité cutanée au soleil, ce type de molécules.
beaucoup d'anti-inflammatoires, notamment de surface, les gens qui ont une entorse. Faites très attention aux produits que vous mettez sur la peau. Tous ceux qui contiennent kétoprophène sont photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils augmentent votre sensibilité de peau au soleil. On va faire vraiment très attention. Demandez conseil au pharmacien qui connaît par cœur les substances qui sont et celles qui ne sont pas photosensibilisantes, évidemment, pharmacien, médecin, et puis lire la notice, mais c'est vraiment compliqué de lire les notices quand même. Souvent, les gens ignorent que les effets du soleil sont également importants sur les yeux. Il y en a, il faut le savoir. L'UV qui traverse le cristallin accélère son opacification et donc la survenue de cataractes. Les gens font de plus en plus, de façon précoce, des cataractes en France, en particulier les gens qui travaillent au soleil, les gens qui sont en montagne, les gens qui sont en mer. Aujourd'hui, c'est 880 000 interventions. Là aussi, il y a un rythme d'augmentation de quelques pourcents par an. Alors, c'est aussi, ce n'est pas lié qu'au soleil et à l'augmentation des UV qu'on reçoit. Il y a le vieillissement de la population, puis il y a d'autres causes, bien sûr, que les UV qui favorisent des cataractes. Mais le soleil y est pour beaucoup quand même. Autre cause où les UV sont co-accusés, autre pathologie, pardon, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. On sait que le tabagisme, on sait que le manque d'antioxydants, le manque de fruits et légumes dans l'alimentation favorise la survenue de DMLA, en particulier de façon précoce. Les UV, visiblement, les UV, la lumière bleue, les longueurs d'onde violettes favorisent également. Ça aussi, ça vaut vraiment le coup de se dépister tôt parce qu'on sait faire des choses maintenant, on ne sait pas guérir, mais on sait au moins endiguer le problème. Vous voyez, le problème, c'est une tache noire au milieu du champ de vision. C'est quand même gênant. Et puis, une tache noire qui va grandir au point de vous rendre aveugle si on ne fait rien. C'est la première cause de cécité dans les pays riches, la DML, parce qu'on ne sait pas du tout la soigner. Et souvent, les gens repèrent, interviennent trop tard. Et voilà. Autre dommage de plus court terme, l'ophtalmie, c'est un coup de soleil de l'œil. Ça fait très, très mal. Ça peut mettre en cause la vie si vous êtes tout seul en haute montagne ou en mer, que vous avez ça, vous ne pouvez plus ouvrir l'œil. Donc, ça peut être gênant d'être aveugle même pendant 48 heures. Ça peut même être mortel dans certaines situations. Et pour en venir aux moyens de se protéger, évidemment, d'éviter ces dégâts qui peuvent s'avérer, vous l'avez compris, très, très, très dramatiques. Le premier des conseils est évidemment d'éviter de s'exposer aux heures les plus dangereuses, c'est-à-dire, comme vous le voyez à l'image, entre 12 heures et 16 heures, alors je précise, entre 12 heures et 16 heures à votre montre, pour vous et pour nous qui habitons en France métropolitaine. Nous vivons avec 2 heures de décalage par rapport à l'heure solaire, car évidemment, le pic de la journée, que vous soyez sur le tropique ou ici sur la latitude grosso modo de Bordeaux, c'est toujours à midi heure solaire, c'est le moment où le soleil est au plus haut dans la journée, pardon, que le soleil est le plus dangereux. Évidemment, depuis 2 heures avant à 2 heures après le midi solaire, vous avez ici une zone qui enferme ou au cours de laquelle vous pouvez recevoir plus de la moitié, près de 60% des UV de la journée entière. En ce moment, nous avons des journées qui durent 18 heures. On a 18 heures de jour à notre disposition pour faire des activités. Si on peut éviter d'être dehors juste pendant ces 4-là, c'est probablement la chose qui va nous faire gagner le plus limiter les risques dont on a parlé. Deuxième moyen, évident, chercher l'ombre. Ne vous méfiez pas du parasol, ou plutôt, cherchez-le, cherchez son ombre. Son ombre d'un parasol, d'un pin parasol, d'un chapeau, de ce que vous voulez, rester à l'ombre, c'est toujours mieux que d'être en plein soleil. Alors, bien sûr, il y a ombre et ombre. Ce petit enfant qui est un gamin australien, que vous voyez sur l'image ici, à 5 ans, les Australiens savent planter les parasols comme il faut. Ils repèrent d'où vient le soleil, en l'occurrence, il vient de la droite, et en le mettant dans cette position-là, il bloque tous les UV qui pourraient rebondir sur le sable. Ce petit enfant reçoit moins de 10% de la quantité d'UV qu'il recevrait s'il était en plein soleil. Vous prenez ce parasol, vous le redressez, vous le plantez un peu haut et vous restez toujours à l'ombre, vous ne recevez pas 10%, mais 50%, à cause du rayonnement qui est diffus, à cause du rayonnement qui est réfléchi sur les surfaces environnantes. Enfin, 50% d'UV bloqué, c'est déjà beau. Et donc, c'est à peu près ce qui se passe quand vous êtes ici, là, sur ce point. Votre ombragement, enfin, votre abri est 20 mètres au-dessus de vous. C'est quand même toujours mieux, même si vous recevez 40 ou 50% de la dose Alors, de cette émission-là.
Valérie. Pierre, je profite, là, tu parlez de l'Australie, du Ouais, petit Australien, et j'ai une question là dans le chat. Comment peut-on expliquer qu'il y ait plus de cancers cutanés en Australie et moins en Europe? ouais. Alors, Est-ce beaucoup. à cause Ouais, du trou de la couche d'ozone ou est-ce que c'est ouais, autre chose? ouais, ouais. Donc, On a non. vu ce sujet-là tout à l'heure, mais Ouais, ouais. Non, le trou dans la couche d'ozone, j'ai été vite un peu dessus, mais il ouais. est centré sur l'Antarctique. Quand il y a un vrai trou, hein, c'est-à-dire 80-90% d'ozone en moins, donc du coup des niveaux d'UV qui sont multipliés par 3, 4, 5, voire jusqu'à 10, on reste sur le pôle, quoi, sur l'Antarctique. Le trou, il y a une légère diminution de la couche d'ozone qui peut aller jusqu'à des latitudes de l'Amérique du Sud, typiquement, mais jamais jusque sous les zones tropicales. Et il faut le savoir, l'Australie, c'est sous les tropiques, hein. Le nord de l'Australie, c'est l'équateur. Le sud, c'est l'équivalent pour nous dans l'hémisphère sud, et donc pour nous, c'est l'équivalent du centre du Maroc. Et le problème, il est là. Le problème, il est que c'est un pays tropical et que sont venus y vivre des gens qui sont d'origine britannique. Donc, ils sont programmés pour vivre à 60 degrés de latitude, là où il y a peu d'UV. Donc, ils ont une peau super blanche, super fine, super claire. Et en plus, ils vivent à l'horizontale, hein, beaucoup de surf, un habitat horizontal, beaucoup d'activités sportives, récréatives. Ils font beaucoup de jogging, beaucoup de sport, beaucoup de tennis dehors. Et ça donne effectivement le résultat qu'on a, c'est-à-dire 3 personnes sur 4 qui font un cancer de la peau au cours de leur vie. Hein, pour des gens qui seraient avec nous aujourd'hui, qui ont passé leur enfance à La Réunion ou aux Antilles et qui ont une peau blanche, on est dans ce risque-là. D'accord. Il faut faire très, très attention à ça. Et effectivement, du coup, en Australie, les campagnes de prévention solaire, c'est plus que toute autre campagne chez nous, sur n'importe quelle thématique. On fait plus de communication sur le risque solaire en Australie qu'on en fait sur l'alcool ou le tabac en France. Et du Oui. coup, on éduque les enfants, par exemple, à planter correctement les parasols. On les éduque aussi à porter des vêtements qui vont bien, hein, plutôt des vêtements clairs, plutôt des vêtements amples pour se protéger du soleil, et puis aussi, bien sûr, pour se protéger de la chaleur. Et éventuellement anti-UV, je dis bien éventuellement parce que l'intérêt des vêtements anti-UV vraiment se pose pour des gens qui seraient vraiment ultra sensibles et ou qui auraient déjà fait un cancer de la peau, pour qui, là, la messe est dite, et on vise le 0% d'UV, donc un vêtement anti-UV étant plus efficace qu'un vêtement ordinaire, on peut le recommander. L'intérêt du vêtement anti-UV, c'est surtout pour ceux qui passent du temps dans l'eau. En fait, Ah, quand on fait votre du t-shirt, surf ou des choses comme ça. voilà, du surf, de la planche à voile, et il faut l'entendre, hein. Moi, je suis corse d'origine, comme mon nom l'indique. Je suis allé, là, j'y vais moins, mais j'y suis allé très, très longtemps en Corse et j'adorais faire de la planche à voile. En Corse, le vent se lève à midi, il se couche à 4 heures. C'est pas de chance, mais si je voulais faire de la planche, et si d'autres veulent faire de la planche aujourd'hui, en Corse, franchement, c'est entre midi et 4 heures que ça se passe, quoi. Et donc, à moins d'être super champion et de rester au sec, si vous partez avec votre t-shirt en coton ordinaire faire de la planche en Corse et que vous tombez dans l'eau, bah, ça va vous arriver forcément. Bah, votre t-shirt super mouillé, super crampé et très transparent, et pas transparent comme une vitre, hein, mais on n'organise pas des concours de t-shirts mouillés au camping des Flots Bleus pour rien, hein. C'est pour montrer des choses, n'est-ce pas? Ça devient transparent, transparent à la lumière, transparent à l'UV, près de 50% des UV qui passent, quoi, même un peu plus parfois. Donc, c'est là où le vêtement anti-UV, parce qu'il a une fibre synthétique, c'est du polyester, c'est du lycra, il est aussi tramé un peu fin. Lui, même mouillé, il va garder des caractéristiques de protection super efficaces. Alors, justement, j'ai une question, Pierre, concernant les vêtements UV. Alors, il semble que certains tissus laissent tout de même passer les UV, mais comment reconnaître ces tissus Ils et sont ces marqués, t-shirts? ils sont estampillés. D'abord, ils sont en C'est ça? fibre synthétique, donc on les reconnaît bien. D'accord. Entre un coton et un polyester, tu ne vas pas avoir de mal à faire la différence. Ouais. Il y a une Mais, étiquette spécifique, mais hein? sinon, voilà, il y a une D'accord. revendication, comme il y a sur les crèmes, hein, il y a un UPF comme Ultraviolet Protection Factor, comme il y a un FPS, D'accord. facteur de protection solaire sur les crèmes, dont on va parler, on a encore une demi-heure, hein, avant d'en parler des crèmes. Oui, c'est parce que la question était sur les vêtements. Non, Donc, non, mais tu as raison, tu as raison. Voilà, les vêtements ont des facteurs de protection annoncés, et ceux qui le revendiquent, en tout cas, sachant qu'un t-shirt ordinaire qui ne revendique rien de particulier, c'est sec, hein, c'est déjà 90% du V bloqué. ouais. Ça suffit à tout le monde, quoi, hein. Un coton, un vêtement clair, une nouvelle fois ample. Quand il fait chaud, évidemment, ça fait si vous avez 3 degrés et que voilà, là, c'est pas grave que votre coton soit sombre ou clair, qu'il soit ample ou non. Mais s'il fait chaud, il faut évidemment porter les vêtements clairs et amples pour favoriser la transpiration, l'aération. Merci. Je t'en prie.
Autre conseil, évidemment, pour se protéger les yeux, porter des lunettes enveloppantes. Hein, des lunettes qui seraient rondes, qu'on mettrait juste sur l'avant du nez. Il y a trop de lumière qui passe par les côtés. Donc, c'est vraiment le premier truc à vérifier. Et puis, deux, qui soient conformes à la réglementation européenne, qui prévoit des catégories de protection, que vous voyez ici. Alors, 0, 1, 2, pour aller frimer en boîte de nuit, pourquoi pas. Mais si vous voulez être protégé de la lumière, hein, cette catégorisation des lunettes qualifie deux choses, qualifie évidemment la protection contre la lumière visible, donc quelque part ce qu'on cherche dans une lunette de soleil, c'est-à-dire réduire notre éblouissement. Donc 0, 1 ou 2, ça ne marche pas. Hein. C'est très peu foncé, donc ça ne réduit que très très peu l'éblouissement. C'est pour ça que je parle plutôt de l'utiliser en boîte le soir. La catégorie qui va bien pour tout le monde, c'est la catégorie 3. Et bien sûr, si vous allez sur un glacier ou si vous partez pendant 15 jours sur un bateau, ça peut faire sens de passer à la catégorie 4. Avec une alerte, attention, la catégorie 4, elle est très, très, très foncée. Il y a très, très peu de lumière qui passe. Et du coup, pour conduire, ça ne le fait pas. Oui, vigilance. Voilà. Et puis, j'ai une bonne nouvelle. Alors, oui, j'ai deux points à rajouter sur la question des lunettes. Elles doivent garantir évidemment un équilibre de filtration. Hein, c'est-à-dire que cette lunette de soleil qu'on met sur le nez doit bien sûr filtrer le visible, c'est ce qu'on attend d'elle, mais dans le même temps, elle ne doit surtout pas ouvrir la porte aux UV. Hein. Donc, elle doit, en l'occurrence, pour être conforme à la réglementation, elle doit filtrer le visible et proportionnellement à ce qu'elle filtre le visible, elle filtre les ultraviolets. Donc, les deux bonnes nouvelles qui vont avec ça, c'est que régulièrement, il y a des tests qui sont faits par Que Choisir, par 60 millions de consommateurs, par la répression des fraudes, et que depuis plus de 30 ans, aucun modèle de lunettes trouvé, que ce soit chez l'opticien, en grande surface ou sur des marchés à la sauvette, on n'a jamais trouvé de lunettes qui ne soient pas équilibrées en filtration. Et deuxième bonne nouvelle, elle va avec la première, c'est que du coup, en fait, le matériau, qui permet d'avoir cet équilibre de filtration s'appelle le polycarbonate. On appelle ça aussi du plastique. Autrement dit, ce n'est pas très cher de produire des lunettes de soleil efficaces. Des lunettes de soleil jolies, des lunettes de soleil polarisantes, des lunettes de soleil qui filtrent les UV, le visible, tout en respectant parfaitement les couleurs. Tout ça peut être onéreux et justifie un certain prix. Avoir juste une lunette de soleil qui protège contre l'éblouissement et contre les UV, et à une forme éblouissante, ça coûte quelques dizaines de centimes à la sortie d'une usine, certes en Asie. Donc, voilà, ce n'est pas la peine de casser sa tirelire. Je suis désolé pour tous ceux qui sortent de chez l'opticien, qui ont mis une blinde pour s'acheter une paire de lunettes super qualité. Elle est sûrement jolie, elle est sûrement aussi plus respectueuse et plus, elle est peut-être inrayable, elle est peut-être photochromique, elle est peut-être aussi adaptée à la vue. Bref, tous ces éléments-là justifient un prix, évidemment. La protection de base, elle est accessible à tout le monde pour pas grand-chose. Alors, j'ai une question quand même sur les lunettes de vue qui foncent au soleil. Qu'en est-il en fait? Est-ce que c'est une Elles bonne sont soumises à protection? la même réglementation, c'est-à-dire au moment où elle va foncer, l'équilibre de filtration doit être respecté. Et à ma connaissance, et de toute façon, voilà, je ne suis pas le seul du tout à tester et à surveiller ça, ces lunettes-là fonctionnent. C'est-à-dire qu'elles apportent bien le confort qui va bien. Alors, après, mais ça dépend pas mal, je pense, des marques et des fabrications et peut-être des générations de produits. Au bout d'un moment, la lunette marche moins. L'aspect photochromique, elle fonce moins. Mais c'est vraiment au bout de mois et mois d'utilisation. Et puis, de toute façon, ça ne génère pas un danger. C'est-à-dire que quand votre lunette, admettons que vous achetez même une lunette de catégorie 2 ou que votre lunette ne fonce plus, elle ne trompe pas votre œil. Le danger, il vient de tromper. Votre œil se protège tout seul face au soleil. Hein, votre pupille se rétracte s'il y a trop de lumière. Donc, évidemment, le piège tendu, ce serait d'avoir un matériau qui couperait le visible et laisserait passer les UV. Et ça, une nouvelle fois, il faudrait vraiment qu'un industriel le cherche pour avoir ce type de produit. D'accord. Merci. Voilà. Ouais, je t'en prie. Et puis enfin, et uniquement enfin, et donc, bon, bah, si on a encore un peu de temps, donc je vais parler des crèmes parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse un peu les personnes, mais honnêtement, si j'avais été trop bavard sur la première partie, on aurait pu s'arrêter là. Très clairement. Hein. La crème, c'est la dernière des dernières roues du carrosse quand on pense protection solaire. Je vais même être très clair avec ça. On a beaucoup d'études qui montrent une augmentation du risque de mélanome lié à l'usage de crème solaire.
et le produit en tant que tel n'est pas impliqué. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le produit qui produit. Il y a sûrement des tas de substances qui posent des tas de problèmes à des tas de gens. Aujourd'hui, il n'y a rien qui dise qu'aucune de ces substances donnerait de près ou de loin un début de cancer de la peau. Par contre, la façon dont les gens utilisent la crème et le pourquoi ils l'utilisent fabrique du mélanome. Je m'explique. Vous avez une super crème et parce que vous avez une super crème, vous vous autorisez à enlever votre t-shirt entre midi et 16 heures sur une plage française, voire sur une plage tropicale, c'est pire. Vous perdez des points en termes de protection, clairement. Votre t-shirt qui bloque 90% des UV sera toujours plus efficace que votre crème solaire, même super indice, parce que c'est juste pas possible de se protéger avec une crème comme on se protège avec des vêtements. Si parce que vous avez une super crème, vous dites mais c'est bon, il n'y a pas de problème, je peux aller passer mes vacances avec mon bébé qui vient de naître aux Antilles pendant 8 jours, franchement, non. C'est pas de souci, je vais faire ça, je vais le crémer. Oui, mais non. Si la crème apparaît, si la crème est utilisée comme un pouce au crime, on comprend bien que la balance, la crème filtre, aucun problème. La crème filtre. Mais la balance est-elle positive dans ce cas de figure-là? La réponse est plutôt non, d'après les études que nous avons. Donc la crème, pour autant, n'est pas à jeter avec l'eau du bain. La crème est bien à recommander, mais elle doit servir à compléter. En fait, il y a deux cas de figure possibles. Soit on sent parce qu'on voit un soleil qui est plutôt haut dans le ciel, parce qu'on a une peau sensible, bref, on ressent un besoin de se protéger. Et dans ce cas-là, on évite les heures d'exposition maximum, on porte un chapeau, on cherche l'ombre, le parasol, on porte des vêtements, des lunettes et on applique la crème sur ce qui dépasse. On ne dit pas aux gens de se mettre tous comme un seul homme en burkini, on ne leur dit même pas de porter tous des vêtements avec col roulé et manches longues, mais on dit voilà, la crème sur ce qui dépasse des vêtements. Plutôt des vêtements couvrants, plutôt des vêtements couvrants, mais les zones qui restent exposées, on les protège avec de la crème. Et pour que la crème fonctionne, il faut mettre souvent et soigneusement. C'est-à-dire le risque de la crème, c'est aussi d'oublier des zones. Donc en renouvelant, évidemment, parce que la crème, une nouvelle fois, c'est un filtre qui marche. Il n'y a aucun souci là-dessus. 99 des produits, de toute façon, tous les fabricants de produits sont passés à la loupe chaque année. Il y a le test que choisir ou le test 60 millions en alternance l'un l'autre. Le jour où un produit ne sort pas dans ce qu'il est annoncé en termes d'indice de protection, il est banni et il fera 10% de ses ventes. Alors, donc, une question intéressante sur la crème, justement, l'indice de protection, puisqu'on voit sur YouTube 30, 25, 50. Est-ce qu'un indice 50 protège mieux, plus qu'un indice 25? Est-ce qu'il faut mettre une énorme quantité de crème? Quelles sont les recommandations, ou en tout cas les indications par rapport aux crèmes, vraiment? Alors, premier point, vraiment, la crème, c'est surtout pourquoi on l'utilise. Donc, une nouvelle fois, en complément. Après, quel indice choisir? C'est une vraie question, bien sûr. On cherche à avoir la protection sur ces zones qui restent exposées et qui ne sont pas couvertes par des vêtements. On cherche évidemment à avoir la meilleure protection possible. 30, c'est aujourd'hui le standard. Quand vous regardez les recommandations de Santé publique France, quand vous regardez les recommandations de l'Institut national du cancer, quand vous regardez les recommandations de la sécurité solaire, quand vous regardez les recommandations du CDC américain, le Center for Disease Control, tout le monde est calé plus ou moins sur cet indice, c'est 25 là, c'est 30 là, voilà, 30. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, plus l'indice est élevé, plus l'indice de protection est élevé, plus la crème est efficace. Mais il y a un palier. C'est vrai qu'on a tendance à penser que, évidemment, une crème 50, c'est 2 fois mieux qu'une crème 25. Oui, mais non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indice de protection, la quantité d'UV que vous recevez est à diviser par l'indice de protection. Si vous mettez une crème indice, par exemple 10 pour faire simple, vous divisez par 10 la quantité d'UV que vous recevez. C'est la protection d'un t-shirt, UPF, un t-shirt blanc dont on parlait tout à l'heure, sec, ordinaire, indice de protection 10. Ça divise par 10 la quantité d'UV, c'est pour ça que personne ne crame jamais sous un t-shirt sec. La crème, c'est pareil, un indice 10, ça divise par 10 la quantité d'UV que vous recevez. Alors maintenant, vous faites le calcul avec un indice 25, vous divisez par 25, le calcul est beaucoup plus difficile sur une base de 100. 100 divisé par 25, ça fait 4. Donc la crème indice 25 va laisser passer 4% des UV. La crème indice 50, elle va laisser passer 2% des UV.
L'écart est epsilonesque. Dans un cas, vous avez bloqué 96%, dans l'autre cas, vous avez bloqué 98% dessus. Alors, du coup, passer du 25 au 50 n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que tout le monde recommande le 30 et qu'éventuellement, des dermatos qui visent avec leurs patients le 0% d'UV parce qu'ils savent que tel patient a fait déjà 3 cancers de la peau ou que les antécédents, les pères, les mères, tout ça, ont fait tous des cancers de la peau dans les générations précédentes. Et eux, ils cherchent le maximum. Le maximum, pour info, c'est 50 plus. Plus aucun produit n'a le droit en Europe d'étiqueter quelque chose au-dessus de 50. 50 plus, c'est le top. Parce qu'il n'y a pas de sens à monter encore en indice. Alors, précision, et ça rejoint ta deuxième question qui est quelle quantité je dois mettre finalement. Est-ce que je dois mettre vraiment les tartines? On lit souvent, il faudrait mettre une balle de golf, l'équivalent d'une bonne grosse poignée pour appliquer sur le corps entier. La réponse est non. Non, on ne cherche pas à mettre une quantité phénoménale de produits parce que bloquer 98 ou même 96%, ou chercher à bloquer 96% des UV n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de bloquer 80-90%. Votre M indice 25 appliqué dans une quantité ordinaire, c'est-à-dire un film, c'est 3-4 fois moins que la fameuse quantité qui est utilisée par les fabricants de produits pour tester leurs produits. Il ne faut pas les incriminer. Les fabricants se sont tous mis d'accord sur une quantité qu'ils allaient utiliser pour pouvoir faire des expériences et renouveler facilement ces expériences d'un labo à l'autre, d'un testeur à l'autre. Donc, cette quantité qui est très importante, qui est utilisée pour les tests, elle est utilisée pour avoir des résultats scientifiquement solides de ces tests. Ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer, nous, dans la vraie vie, cette quantité de produits. Pour tester la sécurité des voitures, on les balance contre des murs avec des mannequins à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que pour tester pour votre sécurité, vous devez vous balancer dans le mur avec votre voiture. Donc, c'est pareil avec les crèmes. Donc, la quantité de crème à utiliser, c'est la crème que vous utilisez naturellement. Mais par contre, il faut renouveler fréquemment les applications. Et si vous utilisez la crème comme vous l'utilisez naturellement, un film, vous divisez grosso modo par 3 à 4 la quantité par rapport à celle utilisée par les labos, votre indice 30 devient un indice 8-10, l'équivalent de votre t-shirt. Le temps que la crème reste là, bien sûr. Donc, la réapplication fréquente, toutes les 2 heures étant un minimum. J'ai répondu à la question, Valérie, c'était clair? Oui, je pense que c'est clair. Bon. En tout cas, ça l'est tous. Du coup, s'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions vous les mettez tout de suite dans le chat ou questions-réponses et on va les prendre, parce qu'il nous reste 10 bonnes minutes, donc c'est le moment aussi de… Il n'y a pas de mauvaises questions, elles sont toutes intéressantes, donc n'hésitez pas surtout. Je ne sais pas si nous avons des personnes qui sont exposées peut-être dans leurs activités. J'ai une question. Alors, les UV en cabine, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être rapidement. Ouais. Les UV en cabine et auto-bronzant, est-ce que ça prépare vraiment la peau ou est-ce que c'est aussi un cache trop pris ou… Voilà. C'est une bonne question parce que ça aussi, c'est effectivement les gens qui proposent le bronzage artificiel. Et je parle de bronzage artificiel au sens donc des bancs solaires ou des lampes à UV pour bronzer. C'est un métier qui est très cadré par la loi. Il y a une première loi en France en 97 qui a été mise à jour il y a quelques années de ça. Par exemple, il est interdit strictement par la loi de faire référence à un quelconque bénéfice pour la santé. C'est-à-dire que tu rentres dans un centre de bronzage et on t'explique que c'est bien de faire quelques séances avant de partir en Corse ou aux Antilles, c'est une infraction caractérisée à la loi. On n'a pas le droit de revendiquer des choses comme ça. Pourquoi ça? Parce que scientifiquement, c'est prouvé qu'il n'y a pas de bénéfice à faire. Quand on bronze au soleil naturel, pour ceux qui peuvent bronzer d'abord, parce que tout le monde ne peut pas bronzer, les phototypes 1, là, les plus clairs de ceux que j'ai montrés tout à l'heure, bronze rouge
ils ont de la mélanine rouge qui s'avère toxique, cancérigène. Donc, ceux-là ne peuvent pas bronzer au sens où toi et moi, on entend le bronzage, c'est-à-dire une couleur un peu brune, même si c'est léger. Voilà. Donc, une partie des gens qui devraient ne jamais y aller et qui ne devraient même pas être acceptés. Quant aux autres, ceux qui peuvent bronzer, hein, ils ont la possibilité, ils ont des mélanocytes, des cellules qui fabriquent de la mélanine. Cette mélanine est brune, hein, c'est un mélange de rouge et de brune, mais il y a beaucoup de brune au point de pouvoir donner une couleur cuivrée, marron à sa peau. Ça se produit sous l'action des ultraviolets, mais il y a UV et UV quelque part. C'est-à-dire que quand on va au soleil, on est exposé à de l'UVB et à de l'UVA. Moyennant quoi, on a un process, c'est cancérigène, hein, les deux, c'est dangereux, je l'évoquais, en surdose, c'est dangereux, mais la peau se défend de deux façons. Un, elle produit de la mélanine, et deux, elle s'épaissit. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si les peaux noires ne font pas de mélanome, et je parle bien des peaux noires très épaisses, sur les endroits qui sont exposés au soleil, parce qu'il y a un autre cas, j'étais un peu vite en besogne aussi par rapport au mélanome tout à l'heure, il existe quelques pourcents des cas de mélanome qui surviennent sur des zones non exposées au soleil, cavité buccale, partie génitale, et ça frappe des gens qui ont la peau noire, la peau métisse, la peau blanche, la peau verte, la peau violette, la peau ce que tu veux. C'est ventilé très faiblement. Donc, c'est probablement une forme de cancer de la peau non liée à l'exposition au soleil. Pour les cancers de la peau liés à l'exposition au soleil, pour les mélanomes, les peaux noires ne sont pas touchées. Pourquoi? Parce qu'elles ont évidemment beaucoup de mélanine très noire, mais aussi un épiderme très épais. 8 fois plus épais que celui de celles et ceux qui ont la peau blanche. Et cet épiderme, ce qu'il faut comprendre, c'est que les effets des UV, c'est beaucoup sous l'épiderme que ça se passe. Et évidemment, plus on a un épiderme épais, plus on se protège. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au début de nos vacances sur la plage? On a la peau blanche, ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas vu le soleil. Pour ceux qui le peuvent, en tout cas, bronzer, eh bien, ils commencent à monter de la mélanine, hein, ils reçoivent des doses d'UV. S'ils le font bien, ça peut être progressif, sans passer par le coup de soleil. Donc, ils montent de la mélanine, ça va donner le bronzage, mais ils vont aussi épaissir leur épiderme. Du coup, ils vont avoir une vraie protection face au soleil. Alors que si tu vas t'exposer à une lampe, la lampe, par réglementation étant donné la nocivité des UVB, on a interdit de mettre des UVB dans les lampes à bronzage mises à la disposition du public. 1% maximum d'UVB. Donc, tu n'es exposé qu'à de l'UVA. Et comme tu veux bronzer en 20 minutes, comme si tu avais passé une après-midi entière sur une plage de la Côte d'Azur, on te met une puissance dans l'UVA phénoménale. 4, 5, 8 fois plus que le soleil. Et pas un petit soleil de Paris au mois de mars, hein, un vrai soleil quasi tropical. Et donc, tu es exposé à une quantité d'UVA phénoménale, tu montes de la mélanine, pour ceux qui peuvent une nouvelle fois, de la mélanine brune, donc tu as ton bronzage, mais ton épaississement cutané qui est beaucoup plus lié à l'UVB, tu ne l'as pas. Des témoignages de gens qui disent « j'ai fait les séances d'UV, comme on dit, j'arrive et je crame. Je sens bien, je crame, je pèle, j'ai super mal. » Parce que le coup de soleil sur le bronzage se voit moins, mais il est là quand même. Hein. Et donc, vraiment, l'idée de la préparation de la peau aux UV… il faut oublier. Faut oublier, ou alors… Contrôle médical, une nouvelle fois, je n'évoque pas, je suis en population générale, évidemment, je n'évoque pas le cas d'un patient qui discute avec son dermato, qui se voit recommander ceci ou cela. Je ne juge pas de ça. Le dermato, il connaît son patient, il connaît la peau du patient, il connaît le passé du patient et il lui recommande ce qu'il veut en conséquence. Pourquoi pas faire quelques séances d'UV super mesurées. Il peut y avoir, dans des cas très particuliers, sous le contrôle médical, on utilise les UV en thérapie. On soigne des pathologies avec de l'UV, mais c'est le médecin qui le décide. Et comme toute thérapie, que ce soit un agent physique comme les UV ou un agent chimique comme les médicaments, on le sait bien, il y a des effets indésirables. Mais on prend le pari. En tout cas, on joue la balance du bénéfice plus importante que les risques. Mais c'est un choix qui est fait par le médecin, par le patient. Là, en l'occurrence, on ne peut pas. Très dangereux d'en faire quand on est enfant. Une nouvelle fois, les UV artificiels à bannir vraiment. Aucun intérêt pour, une nouvelle fois, en population générale, aucun intérêt. Alors, j'ai une autre, merci pour cette précision sur les UV en cabine.
j'ai une autre question. Comment sensibiliser les écoles à protéger les enfants? C'est vrai qu'on voit certaines cours d'école qui n'ont pas du tout d'ombre, qu'elles soient, je Oui, dirais, sous un préau ou avec des arbres. ouais. Et peu de personnes, effectivement, enseignants ou parents, semblent conscients des risques. Est-ce que dans les documents que vous Gros lisez, sujet sous les tropiques, gros sujet aux Antilles, à La Réunion pour les territoires français. ouais, Parce que là, tu as vraiment des moments, souvent, on parle pas tellement de la récré du matin ou du soir, mais on parle de la pause méridienne, des mmh. gamins qui restent à la cantine et qui vont passer une heure et demie dans la cour. Et si là, tu n'as pas un pet d'ombre sous les tropiques, c'est vraiment un problème. Et puis, pas que sous les tropiques, au demeurant. Oui, Hein. parce qu'on a quelques épisodes de chaleur aussi chez nous. Là, Ouais, ouais. L'épisode de chaleur, à la limite, quand on a vraiment de la chaleur, je ne suis pas trop inquiet. Personne ne va rester en plein soleil quand il fait super chaud. Le problème, c'est quand il fait un peu moins chaud et qu'on peut rester au soleil dehors. C'est le souci qu'on aura, dont je parlais tout à l'heure avec le réchauffement climatique. On aura de plus en plus d'épisodes plutôt précoces, hein, notamment à partir d'avril-mai où le rayonnement UV est loin d'être anodin. Hein. Le 1er mai, on a un niveau d'UV qui est l'équivalent du 10 août. Hein. Le niveau maximum du niveau d'UV, c'est le jour du solstice d'été, le 21 juin. Le 1er mai, tu as 1 mois et 20 jours du solstice d'été, comme tu vas l'être le 10 août. Tu as donc un soleil dans la même position, avec un niveau d'UV identique. Normalement, au mois d'août, il fait 10-12 degrés en moyenne de plus qu'au mois de mai. Donc, une nouvelle fois, ce n'est pas trop la chaleur. Et quand on aura vraiment des canicules comme on a eu là, on aura, les gens vont rester à l'intérieur, vont chercher l'ombre, parce que sinon, ils suffoquent, c'est trop chaud. Le souci, c'est quand la température redescend, et que ben là, voilà, et où qui fait 30 degrés ou 25 degrés, qui est une température agréable au mois d'avril. Normalement, il ne fait que 15, que tu restes couvert. Quoi. Donc, c'est là le souci. Et pour revenir sur les écoles, c'est un gros sujet pour les collectivités, mais elles n'ont pas attendu qu'on organise ce webinaire pour s'en préoccuper. Hein. oui, j'imagine. La question de la végétalisation des écoles, hein, pour créer pour lutter contre les îlots de chaleur, pour créer des îlots de fraîcheur. La question, bien sûr, de l'ombragement va se poser de pair, parce que créer du végétal, c'est bien, enlever du bitume, mettre de la terre, mettre de l'arbre, planter des arbres, mais enfin, le temps qu'elles montent et qu'ils fassent vraiment de l'ombre, ça va se poser. En Australie, la nécessite, s'il n'y a pas les mètres carrés d'ombre, quelle que soit la façon de fabriquer de l'ombre, s'il n'y a pas les mètres carrés qui vont avec le nombre d'élèves accueillis dans l'école ferme. L'école n'a Ah pas le oui, droit d'ouvrir si c'en est une nouvelle. d'accord, c'est radical en fait. C'est radical. Et une D'accord. nouvelle fois, on a la situation super Oui, bien radicale sûr. dont on parlait en Australie. Donc, on n'en est pas là en France, mais il faut absolument que les collectivités investissent le sujet, prévoient par ailleurs, d'une part, un espace minimum d'ombragement. Il faut aussi prévoir probablement qu'on puisse être à l'air libre, non ombragé, pour l'hiver. Hein, la vitamine D, elle est importante. On Oui. peut en fabriquer un peu en hiver, on peut en fabriquer en octobre-novembre. C'est une question qui n'a pas été posée, mais qui revient très souvent. Nous, on a un site soleil.info sur lequel on reçoit très régulièrement des questions. Celle-là, elle revient beaucoup. Est-ce que je fabrique de la vitamine D là pour les 3 jours qui viennent, ou pour les 3 semaines, ou pour les 3 mois? La réponse est plutôt pour les 3 mois. C'est-à-dire que ce qui va se passer en termes d'exposition au soleil en septembre, octobre, novembre, on va le sentir dans le taux de vitamine D qu'on a dans le sang pendant les 3 mois qui viennent, c'est-à-dire avant le retour des beaux jours. Quoi. Donc, il convient de pas non plus, mois d'octobre, c'est bon. Quoi. En métropole, en tout cas, le niveau d'UV il est redescendu à 3 maximum. Là, on peut en profiter et se fabriquer de la vitamine D pour la suite de l'année. Donc, voilà, c'est une vraie problématique qui se pose aux collectivités. Hein. C'est les communes, c'est les villes qui ont la responsabilité des bâtis pour les écoles primaires, mais la question se pose pareil au collège et au lycée, où là, c'est plutôt les départements et les régions qui sont impliqués. Tout à fait. Devront réfléchir. Nous, on a un gros programme hein, d'accompagnement des collectivités en la matière. Peuvent tout à fait, s'il y a un élu parmi nos auditeurs, on est à sa disposition pour aider à évaluer les choses et puis pour aider à trouver des solutions qui vont bien et qui sont à la fois cohérentes, pas très onéreuses, et qui vont concilier de pair la lutte contre les fameux îlots de chaleur et les canicules à venir, et évidemment la recherche d'ombragement pour protéger contre les UV. Merci pour ces précisions. Alors, il nous reste une question, on va la traiter.
concernant les pilules, hein, ou en tout cas les compléments alimentaires qui Oui, préparent la peau au soleil. oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, c'est autant pour moi. C'est vrai qu'on en voit beaucoup dans les Euh, pharmacies la- en ce moment. ouais, ouais, mais avant ça, la question de l'alimentation, c'est la même, hein, c'est la même question, c'est le même sujet. Est-ce que D'accord. ce qu'on mange peut infléchir ou pas, peut avoir une influence sur la façon dont notre peau réagit? La réponse est oui. Hein, avoir des régimes riches en antioxydants, hein, donc en fruits et légumes en l'occurrence, fait gagner. Alors, ça ne va pas changer la donne, hein, ça ne va pas vous enlever le besoin que vous avez de vous protéger au soleil quand vous arrivez sur Oui. la plage. Mais c'est vrai que ça peut aider quand même la peau à se défendre face à l'agression que constituent les UV. Et donc, avoir une alimentation riche en fruits et légumes, c'est le premier point. Et puis, si jamais on a une alimentation trop peu riche en fruits et légumes, prendre des compléments alimentaires qui comprennent ces antioxydants, qui comprennent des oligoéléments comme le sélénium, des caroténoïdes, ça peut être positif. Peut être positif. Ça peut aussi aider à prévenir certaines formes d'allergies, comme la lucite, hein, qui est assez populaire, malheureusement. Mais là, je dirais que c'est plus compliqué. Il faut trouver la bonne formule, adapter à la bonne personne. Et moi, je pensais une chose, si j'ai encore une minute, Allez, je te tout à l'heure, l'accorde. tu me l'accordes, gentil. On a parlé tout à l'heure des UV artificiels, mais l'autobronzant. J'en parlais parce que c'est souvent, je voulais revenir dessus parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, et c'est souvent couplé, enfin, c'est des gens qui utilisent les fameuses gélules, peuvent aussi et sont souvent clients d'autobronzant. C'est une bonne solution, l'autobronzant. Pour ceux qui sont vraiment, qui veulent avoir un léger réal, qui détestent arriver comme un cachet d'aspirine sur une plage sur laquelle tout le monde est déjà bronzé, et qui du coup vont chercher, s'ils n'ont pas fait du V ou s'ils n'ont pas utilisé l'autobronzant, vont chercher à bronzer vraiment super vite pour vite être bronzé comme tout le monde. Une nouvelle fois, ce n'est pas une critique, hein, c'est très humain, ça se comprend. La solution, c'est l'autobronzant. La solution pour arriver bronzé, pour arriver façon bronzée, quoi, hein. C'est-à-dire que l'autobronzant, c'est de la coloration, c'est un colorant alimentaire qu'on se met sur la peau, l'autobronzant. Alors maintenant, c'est vachement bien fait parce que, alors bien sûr, vous pouvez aller la version luxe, c'est la version pulvérisée par votre esthéticienne qui en plus vous fait un petit massage doux au passage, c'est assez agréable. Je n'ai pas testé pour vous, mais j'imagine que ça doit être assez agréable. L'autre solution, c'est la douche, hein. De plus en plus, les centres de bronzage proposent des douches autobronzantes, hein. 2 cotons dans le nez, 2 cotons dans les oreilles, vous fermez les yeux, vous écartez les bras, vous êtes en slip de bain, bien sûr. 6 secondes de pulvérisation, 10 minutes de séchage, vous êtes bronzé comme après une semaine de votre séjour, mais vous êtes faussement bronzé, quoi, hein. Vous avez aussi les versions moins chères au supermarché avec les 15 couleurs de peau dans lesquelles vous pouvez choisir. Et c'est plus carotte, hein, le taux bronzant, c'est la couleur que vous voulez. Foncé, pas trop foncé. Évidemment, si vous avez une peau super claire, vous allez avoir du mal à être noir. Mais voilà, la chose à retenir, c'est que ça n'est pas du bronzage, ça n'est pas de la protection. C'est de la coloration. C'est comme le Canada Dry, quoi. C'est à la couleur 2, mais ce n'est pas. On est pas. Donc, pas de protection apportée. Mais par contre, un moyen pour vous, pourquoi pas, et puis ça va durer 3-4 jours. C'est une coloration des premières couches d'épiderme, des couches superficielles de l'épiderme. Donc, au fur et à mesure que votre épiderme va partir, parce que c'est son destin, hein, vous perdez des cellules de peau de votre épiderme presque chaque seconde que vous vivez. Donc, ça va partir au bout d'un moment. Il faudra en remettre, si vous voulez. En tout cas, c'est un bon moyen d'être patient et de monter son propre bronzage. Mais ne pensez pas D'accord. avoir une protection. Tous les conseils que Oui, j'ai oui, donnés, y compris ceux qui permettent de monter un bronzage progressif, je ne pousse pas à bronzer. Moi, j'ai une femme qui a la peau blanche, je trouve qu'elle est la plus belle du monde et j'aime beaucoup les peaux claires. Et, bref, mais chacun a le droit d'aimer la peau qu'il veut. Monter un bronzage progressif, progressivement, c'est beaucoup moins délétère que de passer par un coup de soleil. Puis ça permet de le faire durer plus longtemps, accessoirement, un vrai bronzage, hein, ça fait moins mal. ça fait moins mal. Tu ne te retrouves pas avec ton bronzage, tu rentres de vacances, tu as le bronzage, il est en lambeaux dans ta baignoire, tu crois que tu n'as pas pris de douche depuis 10 jours, en fait tu t'es pris une douche déjà le matin ou la veille, tu as du bronzage en lambeaux dans ta... C'est pas de la crasse dans ta baignoire, c'est du bronzage. Ça part, si tu as passé par le coup de soleil, c'est inéluctable, tu vas peler et c'est ça. Donc si tu veux garder ton bronzage longtemps, acquiert-le en douceur, progressivement, et ça va permettre de le garder, mais c'est x3, x4, quoi, le temps qui va durer, sa durée de vie, quoi. Et donc, typiquement, l'autobronzant peut permettre à des gens d'être un peu plus patients. Donc, on peut recommander. D'accord. Bon, bah, Voilà. écoutez, on arrive à la fin de cette conférence. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et surtout, le fait de passer un certain nombre d'idées reçues
et de conseils, hein, parce que souvent, effectivement, on n'est peut-être pas assez vigilant en tout cas. Et surtout, je pense qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on a le moindre doute, la moindre question, il faut se rapprocher alors, de votre médecin généraliste, mais aussi à l'occasion d'une visite avec un infirmier de santé au travail, un médecin du travail, enfin, tout professionnel de santé, on est aussi là, et c'est pour ça qu'on fait cette conférence aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, on fait aussi de la prévention sur ce qu'on appelle la santé publique. C'est important. On doit effectivement apporter tous les conseils possibles, toute la prévention possible autour effectivement du travail. Et dans certains postes, eh bien, on sait qu'on est exposé aux rayons, aux UV, comme on l'a bien décrit tout à l'heure. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin du travail, à l'infirmier de santé au travail. Et puis, on peut aussi accompagner vos entreprises pour ces campagnes de prévention. Et puis, ce sera aussi le moyen de mettre en exergue aussi notre partenariat, Pierre, puisque je sais que vous pouvez intervenir auprès des entreprises pour Oui, les conseiller aussi sur tous ces points. Donc voilà, c'était pour nous une première intention de vous sensibiliser à toute cette problématique, hein, qui effectivement, ben, le soleil peut être aussi autre chose qu'un ami. Alors voilà, ça donne bonne mine, mais il faut être aussi prévenant et vigilant. Voilà. Pierre, si tu veux rajouter quelque chose. oui, bah, d'abord te remercier, remercier l'efficience de la vitrine et de la fenêtre pour toucher les personnes qu'on n'a pas forcément touchées par ailleurs. Euh, pour compléter un peu les conseils, vraiment, penser aux enfants, Ouais. se surveiller, surtout si on a un passé, un type de peau un peu clair ou mat, mais surtout si on a des souvenirs de coups de soleil un peu cuisants. Et puis, pour tout le monde, hein, devrait à un moment donné au moins montrer sa peau une fois, peau claire comme peau mate. Faire gaffe vraiment aux enfants, c'est eux les plus sensibles à la question. Et puis pour revenir sur le secteur professionnel, oui, on est ravis de travailler avec vous pour toucher le plus grand nombre, mais aussi pour accompagner des entreprises dans la mise en place d'actions de prévention pour les travailleurs d'extérieur, quoi, qui, eux, reçoivent tous les jours, hiver comme été, matin, midi et soir, selon les horaires. Et là, il y a un gros travail à faire parce qu'on le sait, hein, les études montrent qu'il n'y a, il y a vraiment pas une prise en compte forte, ni par les Ouais. employeurs, ni par les employés. Alors, ça évolue, c'est pas non plus la règle, mais voilà, il y a un vrai chemin à parcourir et on sera heureux de collaborer avec vous pour ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous, à la fois les personnes qui ont assisté et Pierre pour cette participation très intéressante. Merci beaucoup. Vous pouvez tout retrouver sur notre site internet efficience.fr et puis voilà, vous pourrez reprendre cette vidéo. Et puis, on aura aussi, je pense, d'autres éléments à vous à partager, notamment un certain nombre de conseils. Il y aura aussi le site Soleil. Point info. Soleil.info. Voilà, soleil.info. Merci Pierre. N'hésitez pas, voilà, à prendre aussi l'information. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous les poser aussi via notre site au niveau du contact. On y répondra. Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Et puis, je vous souhaite un bon déjeuner parce que je crois que c'est le moment. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous.